Bonsoir, merci d'être venus si nombreux. Donc, moi je m'appelle Annie Grand-Cyr, je suis adhérente de l'association Enfants de Tchernobyl-Bélarus et je vais vous parler d'un sujet brûlant. Une vraie radioprotection au territoire contaminé est impossible. Donc, je vais vous planter le décor. On est le 14 août 2018. On est dans la zone la plus nucléarisée au monde. On n'est pas à Tchernobyl, mais on est dans une zone fortement nucléarisée. Et le directeur de l'IRSN français donc, a dit récemment, la question c'est pas de se demander est-ce qu'un accident nucléaire est possible en France, mais de se demander quand il va arriver. Donc tout ça pour vous mettre en haleine et vous inciter à bien écouter ce que je vais vous dire, parce que derrière vous, vous avez le portrait de M. Vassili Nesterenko, qui est un homme providentiel. Et est-ce qu'un homme comme celui-ci serait présent en France si nous avions un tel accident que celui qui est arrivé à Tchernobyl, qui, je le répète, peut tout à fait se produire en France. Et M. Nesterenko a travaillé avec un autre éminent personnage qui s'appelle M. Yuri Bandajewski, qui est toujours recteur de l'Institut de Gomel, qui est anatomopathologiste et médecin, et qui, lui, est venu ici, puisqu'il a fait 8 ans de prison pour les découvertes qu'il a faites en Biélorussie. Il a fait 8 ans de prison, il a été recueilli en France à sa sortie de prison, et il est venu ici. Et il a dit toutes les conditions sont réunies pour qu'un accident arrive ici. Et il s'est renseigné sur les mesures en cas d'évacuation. Aucune mesure n'est prévue au-delà des 20 km à la ronde. Donc on peut vraiment se demander, une vraie protection au territoire contaminé est-elle possible? Se demander si ce serait possible ici aussi. Et quelle serait la position du gouvernement, de l'armée, l'état des routes, etc. Donc il y a une petite brochure qui est distribuée par notre association sur les conseils avant, pendant et après l'accident, que je vous incite vivement à vous procurer. Moi-même je me suis procuré et j'ai constitué déjà chez moi la petite valise en cas d'accident nucléaire. Donc je reviens donc, on continue de planter le décor, mais quelques années en arrière, on est le 26 avril 1986. On reste sur la photo de M. Vassili Nesterenko, qui est donc à l'époque un très grand physicien nucléaire, convaincu de l'énergie nucléaire et qui dirige l'Institut d'études nucléaires qui se trouve pas loin de Minsk. Et donc ce monsieur apprend quelques heures après l'accident, ce qui vient d'arriver, la catastrophe qui vient de se produire. Il prend sa voiture, il prend un compteur pour mesurer la radioactivité, il a fait demi-tour parce qu'il s'aperçoit de l'horreur. Et quelques heures après, il est appelé par un grand personnage qui lui demande de venir en hélicoptère au-dessus de la centrale de Tchernobyl, prendre des mesures de la radioactivité pour voir quelles dispositions peuvent être prises. Je précise qu'en tant que directeur de l'Institut d'études nucléaires, il prend tout de suite des mesures prophylactiques au niveau de sa région, c'est-à-dire qu'il fait distribuer de l'iode, il demande qu'on confine les enfants dans les écoles, il a le pouvoir de prendre beaucoup de décisions, il demande que les marchés soient couverts, il prend beaucoup de décisions au niveau local. Et après avoir survolé la catastrophe en hélicoptère, il s'aperçoit que c'est beaucoup plus grave encore. Et donc là, il rentre et il demande à ce qu'il y ait des mesures d'évacuation de la population qui soient prises. Et au moment où il rencontre on peut comparer avec le président de la Biélorussie, le président français, on lui dit non, c'est pas le président français qu'il faut rencontrer, j'imagine, là on compare, c'est à Moscou, il faut aller vous renseigner, il faut aller poser la question au président du Conseil des ministres. Et là, quand il arrive auprès du président du Conseil des ministres, ce qu'il ne sait pas, c'est que dans la pièce voisine, il y a des conversations qui se font entre le ministre de la Santé et
les responsables du CIPR, qui est le Centre international de protection radiologique, où déjà en haut lieu, au niveau international, au niveau du lobby nucléaire, on a décidé qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'évacuation parce qu'il ne fallait surtout pas affoler les populations ni affoler l'humanité tout entière de la gravité d'un accident tel que celui qui venait de se produire. Donc Monsieur Nesterenko, on peut passer à la photo suivante, lorsqu'il prend la route, et donc ce serait bien de cadrer la photo parce que là on voit le début du parcours. Donc est-ce qu'on va voir si je fais ça là, on voit? Non. Alors là où il y a le chiffre 30, là où il y a le chiffre 30, c'est la région de Minsk, là où il y a l'Institut d'études nucléaires. Donc là, au début du parcours, le parcours au début est en rouge. Voilà. Vous voyez le chiffre de 30 Curie. Et plus il s'approche, donc là c'est là qu'il faut cadrer la photo parce que c'est le parcours qu'il va faire, la route en rouge. Plus il s'approche de la centrale, et on va s'arrêter avant la centrale parce que tellement c'est énorme, les appareils de mesure ne peuvent pas s'approcher, on va arriver au chiffre de 300 Curie. Microsievert, merci, collègue de l'association Enfants de Tchernobyl-Bélarus. Il faut m'arrêter si je me trompe. Et donc, il va refaire le chemin retour que vous voyez en vert, et simplement le temps de faire l'aller-retour, l'irradiation du sol a plus que doublé. Parce que vous voyez les chiffres. Là où il y avait 180, c'est passé à 280, etc. En remontant, voilà. Donc, on peut passer à la photo suivante. Donc en fait, Monsieur Nesterenko va rencontrer Monsieur dont je vous ai parlé tout à l'heure, Monsieur Bordachevski. Ils vont travailler à partir de 1996 de concert, et la femme de Monsieur Bordachevski est aussi cardiologue. Ils vont se rendre compte de l'importance des petites doses, des faibles doses d'irradiation dans l'organisme, de l'incidence sur la gravité des maladies que ça peut engendrer sur les organes et particulièrement sur le cœur. Et donc, monsieur, alors, oui, c'est ça, cette photo présente donc le travail de mesure qui est fait par l'Institut Belgrade. Et donc, monsieur Nesterenko va tout de suite, tout en faisant en parallèle ce travail avec monsieur Bordachevski, il va tout de suite mettre en place, il va avoir les crédits pour mettre en place 370 centres locaux de contrôle de la radioactivité. Et donc il va créer le centre Belgrade, donc après avoir créé d'abord l'Institut Radiométer. L'Institut Radiométer mettait à la disposition de la population des compteurs Gégère, des moyens de contrôler eux-mêmes la nourriture. Et il y avait beaucoup de pédagogie qui était faite autour de la protection. Et à cette époque-là, donc, il y avait eu une libération de la presse. Monsieur Nesterenko et son équipe avaient vraiment une grande écoute dans la population. Et vous allez voir que petit à petit, cette écoute va se réduire parce que ce qu'il va dire en haut lieu ne va pas plaire et on va lui retirer les crédits. Mais à cette époque, donc en 1990, avec le soutien d'Anatoly Karpov et je ne sais plus quelle autre personne, le champion du monde d'échecs. Donc, voilà, c'est ça, merci. Donc il va être soutenu financièrement et avec leur appui, donc il va créer cet institut, l'Institut Belgrade, qui est donc, c'est pour ça que je redis que ce monsieur est un homme providentiel, parce qu'en France, est-ce qu'un ingénieur nucléaire de haut niveau accepterait de changer de niveau de vie radicalement pour entièrement se consacrer à la protection de ses pairs et particulièrement des enfants? Parce que du jour au lendemain, évidemment, son niveau de vie a changé et ses conditions de vie également. Donc monsieur Bordachevski apporte à tous ses soutiens pour créer cet institut. Et donc il a aujourd'hui une équipe de 29 personnes. À l'époque, c'était beaucoup plus nombreux. Donc 370 centres locaux de contrôle de la radioactivité, ça voulait dire des moyens considérables. Et donc il va multiplier toutes les doses de produits alimentaires,
tout ce que les gens vont apporter au laboratoire vont être contrôlés. Et il va y avoir... on peut passer à la photo suivante d'ailleurs. Donc cette photo présente le Vitapec, parce que, entre autres moyens, donc monsieur Nesterenko va mettre au point, avec l'aide d'un Allemand, dont j'ai oublié le nom, monsieur Jürgen, le docteur Jürgen, avec un docteur allemand, il va mettre au point une cure de pectine, parce que, après plusieurs recherches, ils ont découvert que la pectine permet de faire sortir du corps les trop fortes irradiations. Alors on s'est aperçu que 50 becquerels par kilo du corps du poing d'un enfant, c'est la dose déjà maximale qui est atteinte pour provoquer des malformations au niveau des organes. Donc pour permettre aux enfants d'avoir moins d'irradiation dans le corps, on leur procure des doses de pectine. Donc ce sont des cures qui sont données 3 à 4 fois par an et qui donnent de très très bons résultats, à condition bien sûr que la nourriture soit saine, ce qui est loin d'être le cas en Biélorussie. On peut passer à la photo suivante. Donc voici le logo de l'Institut Belrad, qui est donc ce qu'on appelle Institut de sûreté. Ça veut dire Institut de sûreté radiologique. Nous, en France, au niveau de l'association Enfants de Tchernobyl-Bélarus, on dit que c'est un institut de radioprotection. Là-bas, ça s'appelle Institut de sûreté. Il faut qu'il y ait des autorisations pour faire les prélèvements qu'ils font. Donc tous les 5 ans, c'est renouvelé tous les 5 ans. Il faut qu'ils aient aussi des autorisations pour distribuer cette cure de pectine. Donc là, ça vient d'être renouvelé aussi pour 5 ans. Et c'est important de savoir que c'est le seul institut de radioprotection indépendant au monde. En revenant au 14 août 2018 aujourd'hui, il nous faudrait ce genre d'institut ici en Normandie. Ce qu'on n'a pas pour l'instant. Aujourd'hui, on a beaucoup de laboratoires, mais qui sont publics. Là, il s'agirait d'un laboratoire privé, ce qui est le cas ici. On peut passer à la photo suivante, merci. Et donc, il présente ici la maison de Belrad. Donc, on voit en premier plan les différentes équipes qui travaillent, et on voit ici en bleu, donc, qui est le fils de M. Nesterenko, parce qu'il est décédé. M. Nesterenko, malheureusement déçu de l'irradiation et aussi d'épuisement, il est décédé en 2008. Et c'est son fils, Alexei Nesterenko, qui est aussi convaincu que son père, aussi dévoué que son père, et multidiplômé. C'est lui qui a repris la direction de l'Institut Belrad, et on voit derrière donc les locaux de cet institut. Donc, comme je disais tout à l'heure, un bâtiment donc, avec 29 personnes qui sont employées à plein temps. Je précise que ce sont des gens formés, bien sûr, une équipe de gens convaincus. Il y a actuellement une grave crise financière en Biélorussie, et malgré l'inflation et l'augmentation des salaires dans tout le pays, eux n'ont pas pu avoir d'augmentation de salaire. Ce que je n'ai pas encore dit depuis le début, c'est que l'Institut Belrad ne vit et ne peut fonctionner que grâce aux dons qui arrivent donc de l'étranger, en particulier de la France, puisque avec l'association Enfants de Tchernobyl-Bélarus, nous fournissons 80% de la somme vitale nécessaire pour pouvoir vivre tous les mois. Il y a aussi les Allemands qui aident, les Belges sont très dynamiques, et aussi les Japonais. Je ne sais pas jusqu'à quelle mesure ils peuvent encore aider cette année. Je sais que c'était difficile pour eux de continuer d'aider. Je ne sais pas si vous savez. En tout cas, les Japonais sont aussi... Voilà. Et donc, parmi les employés, il y a même une personne qui a demandé à pouvoir travailler ailleurs un jour de la semaine, tellement le salaire est bas et qu'il faut pouvoir payer les loyers, les charges. Bien sûr, le personnel de Belrad a aussi des contraintes financières, mais voilà, c'est pour vous dire à quel point ils sont convaincus. Donc on peut voir sur la photo suivante, c'est les camions laboratoires. Donc l'Institut Belrad dispose de 3 camions laboratoires qui vont actuellement dans 26 districts. C'est les derniers chiffres que nous a donné Alexei.
ça ne représente pas une grande partie de la Biélorussie, mais quand même, ils vont dans les villages où la contamination est la plus importante, où il y a le plus d'efforts à faire et de soutien à apporter à la population, parce qu'ils font des relevés de l'irradiation dans le corps des enfants, des mesures de l'irradiation dans le corps des enfants, mais aussi ils donnent des conseils aux familles, ils vont faire des formations, enfin, ils ont une action très très importante. Et donc, il faut, pour que les enfants ne soient pas gravement malades, ne développent pas de maladies au niveau des reins, du cœur, des yeux, etc., il ne faut pas dépasser 50 becquerels par kilo de poids corporel. Et je peux vous dire qu'avec les baies, avec les champignons, ça peut être très très vite dépassé. Il y a beaucoup d'enfants qui dépassent 100 becquerels par kilo et même plus. Et donc qui vont être malades ou qui le sont déjà gravement. Donc, on peut passer à la photo suivante. Donc, ça a été mis au point aussi par M. Nesterenko. Ça s'appelle un fauteuil anthropogammamétrique. Donc comment fonctionne ce fauteuil? Je vais lire mes notes. Chaque fauteuil comporte un détecteur, qui est un cristal d'iodure de sodium, qui est placé dans son dossier. Une partie des rayons gamma émis par le corps de la personne testée excite ce cristal qui, rendu conducteur, envoie vers le détecteur des impulsions électriques proportionnellement au rayonnement reçu par le cristal. Ces impulsions sont cumulées durant quelques dizaines de secondes pour avoir une précision correcte et le calcul de la charge interne du sujet est exécuté par un programme d'ordinateur qui tient compte de son âge et de son poids. Et bien sûr, ça suppose qu'on a pesé l'enfant ou la personne avant qu'elle s'assoie sur le fauteuil. Donc c'est très très précis. Donc si un enfant par exemple a 100 becquerels par kilo, tout de suite la personne qui travaille, l'agent qui travaille va tout de suite dire à la personne, à la maman, mais qu'est-ce que cet enfant a mangé la semaine passée, ou là, qu'est-ce qu'il a mangé, et souvent les gens répondent, il a mangé des champignons parce qu'on a été aux champignons, ou il a mangé, on a été à la chasse. Il faut savoir qu'en Biélorussie, c'est un pays où le niveau de vie est très très pauvre. Et donc on peut donner des conseils aux gens en matière d'alimentation pour prendre des précautions, on peut leur expliquer les régions où il vaut mieux ne pas aller. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que M. Nesterenko a mis au point la carte Atlas. Donc c'est la carte qui donne précisément les lieux de contamination, puisque la radioactivité ne s'étend pas de façon régulière, elle s'étend en taches de léopard. Donc il y a des endroits précis dans la forêt où il vaut mieux ne pas aller, qui sont bien repérés. Mais comment convaincre des familles qui sont depuis des années, depuis des générations, qui sont allées aux champignons, qui sont allées braconner, etc., et pour qui c'est peut-être le seul moyen de se nourrir, comment les convaincre d'arrêter de se nourrir de cette façon-là? Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes. Il faut, par exemple, pour le gibier, il faut le mettre dans l'eau, il faut le laisser tremper 2 heures, retirer l'eau, refaire tremper, et encore 2 heures, et encore une autre fois 2 heures, et la même chose pour les champignons. Évidemment, aujourd'hui, 2 générations après la catastrophe, ça veut dire beaucoup de persévérance, et c'est pas évident quand on a une famille de 3, 4, 5 enfants, il y a beaucoup de familles nombreuses en Biélorussie, c'est pas évident de tenir tous les conseils qu'on reçoit, même nous, ici, est-ce qu'on pourrait tenir sur la durée de vraiment se protéger si on va ramasser des champignons, est-ce qu'on va toujours avoir le réflexe de mettre tremper les champignons, etc. Ou alors on se dit, on sait que c'est dangereux, on n'en mange pas. Donc, nous, on ne va pas manger de champignons vénéneux. C'est exactement comme si on mangeait des champignons vénéneux, c'est même plus grave que ça. Donc on peut passer à la photo suivante. Alors, on peut passer quand même toutes les photos. Voilà. Donc ici, on voit les différentes actions qui sont menées. Donc on voit les opérateurs qui prennent des mesures et luttent contre la contamination. Ici, c'est M. Vladimir Damenko qui a écrit ce livre dont j'ai parlé tout à l'heure avec les petits fascicules. Ça, c'est
un livre donc, qui explique ce qui se passe après l'accident atomique et il a été traduit en japonais, bien sûr, parce qu'on a un partenariat avec Fukushima, en particulier avec l'organisation qui s'appelle Ringono. Ensuite, on a un laboratoire qui mesure le strontium 90. C'est une autre source de contamination. Là, on est en train de se rendre compte que le strontium rentre de plus en plus, le césium rentre de plus en plus dans le sol, ce qui n'empêche pas la contamination par l'alimentation, puisque les gens mangent la nourriture du sol et il y a de contamination par les racines. Mais là, on a aussi une contamination par le strontium, essentiellement dans le fourrage et dans l'avoine. Et voilà, donc là, il faut une semaine de travail pour calculer la contamination par le strontium. Donc là, on voit à nouveau des enfants qui présentent la cure de pectine. Et ici, la photo suivante, on voit des enfants qui savent mesurer eux-mêmes la radioactivité sur les aliments. Et d'ailleurs, Vladimir Tcherkov, qui est un des fondateurs d'Enfants de Tchernobyl Bélarus, disait récemment que c'est par les enfants qu'on peut continuer de rendre vigilants les parents, parce que les enfants, ils comprennent ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et quand ils rentrent à la maison, parce qu'en fait c'est dans les écoles que les équipes de Belgrade interviennent, et quand ils rentrent à la maison et qu'ils voient leurs parents qui ne font pas cuire le gibier comme il faudrait, etc., ils se disent « Ah non maman, c'est pas ça qu'on nous a dit, c'est pas ça qu'il faut faire ». En fait, ils sont dans une dynamique, et l'avenir c'est les enfants, hein, partout c'est la même chose. Et les parents ont une charge émotionnelle et une responsabilité vis-à-vis de cet accident. On leur répète sans arrêt qu'il y a des précautions à prendre et c'est sûr que c'est par les enfants qu'on va pouvoir continuer cette radioprotection. Donc ici on présente une zone interdite. Vous savez qu'il y a quand même des personnes qui habitent dans la zone interdite. Et vous passez. Donc le logo de l'Institut Belgrade, qui a été créé en 2001, parce que M. Nesterenko et M. Bandajevski ont prouvé les dangers de l'irradiation interne, en particulier sur les maladies cardiaques, cardiovasculaires et d'autres maladies. M. Bandajevski a fait 8 ans de prison et M. Nesterenko a vu ses crédits diminuer et il est mort d'épuisement. Donc on lui l'a pas mis en prison, mais il est mort d'épuisement. Mais en 2001, il était toujours là et il a appelé à l'aide Solange Fernex, qui était députée vert européen. Et c'est ainsi que l'Institut Belgrade a été créé, donc avec monsieur et madame Fernex, entre autres. Il va y avoir une photo des fondateurs. Donc, à gauche, monsieur et madame Fernex, donc Solange Fernex, qui est décédée, députée vert européenne, c'est elle qui a répondu à l'appel de monsieur Nesterenko. Son mari, à gauche. Oui, à gauche. Son mari, monsieur Michel Fernex. Oui, c'est ça. Oui. Monsieur Michel Fernex est professeur émérite de la faculté de médecine de Bâle. Donc il a été président jusqu'en 2008 de l'Enfant de Tchernobyl Bélarus. Donc je vous présente les autres fondateurs. Galina Bandajevskaya, la dame avec le gilet jaune. Donc cette dame est médecin et cardiologue. C'est elle qui a fait beaucoup de recherches sur l'impact des faibles doses sur les pathologies cardiaques et cardiovasculaires. Et son mari, monsieur Bandajevski, qui est donc anatomopathologiste. Donc Vladimir Tcherkov, le monsieur au milieu. Vladimir Tcherkov travaillait à la télévision suisse. Il est russe d'origine, donc lui c'est aussi un des fondateurs. Et Galina Ackerman à droite. Voilà, donc elle qui n'est plus active dans l'association mais qui était fondatrice. Et derrière Galia, c'est Vassili Nesterenko. Voilà. Donc les objectifs de Belgrade, c'est l'aide aux enfants dans les régions du Bélarus contaminées à la suite de la catastrophe de Tchernobyl.
l'aide à la recherche indépendante liée à la catastrophe de Tchernobyl, la diffusion d'informations sur les catastrophes de Tchernobyl et la collaboration avec les organisations d'autres pays ayant les mêmes objectifs. Je précise aussi que toutes ces recherches sont des recherches indépendantes qui n'ont pas de crédit, qui ne sont crédits au sens reconnaissance, qui n'ont pas de reconnaissance au niveau européen, parce que je n'ai pas parlé de ethos et corps. Oui, mais c'est important que je l'explique, que l'Europe a retiré les crédits parce qu'il y avait des fonds européens pour l'Institut Belgrade qui ont été retirés, ainsi que les fonds de l'État de Bélarus, parce que, comme je vous ai dit, ils ont apporté des preuves des dangers de l'irradiation interne. Et en parallèle, le Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire, français donc, a envoyé sur place 2 équipes sur plusieurs années de suite, qui s'appellent Ethos et Corps, et donc qui avaient pour but, ces 2 équipes, donc avec des agents comme à Belgrade, mais leurs objectifs à eux, l'un des objectifs était d'écrire pour l'Union européenne un ouvrage sur la gestion des accidents atomiques et des régions contaminées par les radionucléides de longue durée de vie, en définissant un dispositif de gestion durable de la qualité radiologique et de la confiance sociale. Donc vous voyez que l'objectif n'était pas directement la protection des populations, mais c'est ce qui est accrédité par les instances internationales de protection radiologique. C'est le programme Ethos qui fait foi. Ce n'est pas tout ce qui a été découvert par l'Institut Belgrade, qui a des milliers et des milliers d'archives, puisqu'au début c'était 500 000 enfants. Aujourd'hui, c'est moins, on mesure moins d'enfants, mais il y a une énorme quantité d'archives qui est stockée dans les archives de Belgrade. Et si cet institut venait à mettre la clé sous la porte, ce serait une catastrophe pour la Terre entière, y compris pour nous ici, puisque ce sont des données qui ne peuvent que nous aider le jour où l'accident arrivera ici. Et pour terminer, puisque Béatrice me presse de conclure et je voudrais répondre à vos questions. Pour terminer, je voudrais parler de ce qui se passe aujourd'hui en Biélorussie. Et là, je vais vous inviter à regarder les feuilles que je vous ai distribuées. Donc, l'équipe de Belgrade est venue à Paris le 28 avril dernier, le 26 avril dernier, le jour de l'accident, l'anniversaire de l'accident de Tchernobyl. Ils ont fait un atelier avec les différents responsables de tous les comités locaux actuellement encore en activité. Et ils se sont aperçus que, comme j'ai discuté avec les mesdemoiselles qui ont vu le film Tchernobyl, le monde d'après, je ne sais pas si plusieurs personnes dans la salle ont vu le film Tchernobyl, le monde d'après, mais ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que 60% des femmes en âge de procréer et plus de 84% des femmes enceintes aujourd'hui ont une pathologie grave, voire plusieurs pathologies. Donc là, on est en 2018, il ne s'agit plus d'irradiation directe, il s'agit de contamination in utero. Donc on passe à un autre degré de danger et un autre degré d'atteinte à la santé. Donc 90% des enfants aujourd'hui en Biélorussie sont malades. Avant la catastrophe, c'était 15%, même proportion qu'on pourrait dire en France. Donc déjà d'une manière générale. Mais on peut observer que même dans la région de Minsk, c'est ce qu'ils ont découvert là, dans cet atelier, dans ce que les gens ont rapporté, même dans la région de Minsk, qui n'a pas été touchée par le nuage, qui a été très peu contaminée, on s'aperçoit qu'il y a des diplégies. Donc c'est le tableau que vous avez sur la deuxième page. Donc on a sur la deuxième page la partie de gauche. On a les années, vous voyez 2006, 2007 jusqu'à 2017. Ce sont les enfants qui sont éduqués à la maison. Et là, ce n'est pas un choix idéologique des parents. C'est tout simplement parce que les enfants sont devenus complètement paralysés, enfin, c'est pas devenus, sont paralysés à la naissance, sont atteints de diplégie,
Et donc la seule solution pour qu'ils soient éduqués, c'est qu'ils soient éduqués à la maison. Et ça, c'est complètement nouveau, ça apparaît aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'avait pas été envisagé. On n'avait pas pensé qu'à la 3e génération, la contamination, les conséquences de la contamination allaient se transformer en épigénétique, en problème épigénétique. Là, on passe à un autre stade. Et on s'aperçoit qu'en fait, il est important de considérer aussi qu'en Biélorussie, il y a très très peu de mesures comme ici en France pour les femmes enceintes pendant la grossesse. Il y a très peu de suivi radiologique qui est fait. Et que dans les campagnes, parce que j'écoutais leur atelier, dans les campagnes, ils expliquent que les femmes, lorsqu'on parle de faire un examen, une échographie par exemple, elles vont avoir peur de recevoir des radiations. Donc il y a encore une très très forte proportion des femmes enceintes qui ne sont pas suivies en fait. Et donc on s'aperçoit que très très peu d'enfants qui naissent aujourd'hui sont en bonne santé. Et donc pour conclure, vraiment conclure Béatrice, c'est en fait une vraie radioprotection est-elle possible? On peut dire qu'une vraie radioprotection aujourd'hui est possible et qu'on peut limiter les dégâts. Oui, on peut limiter les dégâts, on peut limiter la contamination des populations, on peut aider l'organisme des enfants à éliminer plus vite le césium, comme j'ai expliqué avec les cures de victimes, mais on ne peut pas rétablir une situation sanitaire normale dans les territoires contaminés. Merci.